Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Nous allons maintenant envisager le cas d'un voyageur qui s'approche d'un trou noir. Un outil qui est important ici est le principe d'équivalence que nous avions vu pour la relativité générale. Dans le voisinage d'un objet en chute libre, mouvement inertiel, la relativité restreinte s'applique. Donc là, pas d'effet gravitationnel, etc. Donc il est vraiment en apesanteur pendant sa chute libre. À fur et à mesure qu'il tombe vers le trou noir, sa vitesse augmente. Mais évidemment, il ne ressent pas d'accélération puisqu'il est en mouvement inertiel. À fur et à mesure qu'il approche du trou noir, la dilatation du temps augmente pour quelqu'un de l'extérieur et il y a un fort décalage vers le rouge. Mais du point de vue du voyageur, lorsqu'il s'observe lui-même, il est inertiel, la relativité restreinte s'applique, il ne constate rien de particulier. Par contre, s'il regarde derrière lui, vers l'univers pendant sa chute, on a l'effet inverse. Il voit le temps de l'univers s'accélérer et un fort décalage vers le bleu. Donc, il voit les galaxies, les étoiles bouger de plus en plus vite au fur et à mesure qu'il approche de l'horizon, et il reçoit de plus en plus de lumière, toute la lumière qu'il recevrait sur des milliers d'années, et en plus décalée vers le bleu, c'est-à-dire vers les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma. Il y a de quoi être grillé sur place. S'il s'arrête près de l'horizon, il va être littéralement cuit sur place. Si par contre il est en chute libre, alors il accélère de plus en plus au fur et à mesure qu'il approche de l'horizon, il va de plus en plus vite, et donc il y a un fort décalage dû à l'effet Doppler, qui va au contraire provoquer un décalage vers le rouge, et cela va atténuer fortement cet effet-là. Il peut y survivre. Mais ici, quand je dis que le principe d'équivalence s'applique, c'est dans un voisinage infinitésimal. Si on considère des distances finies, alors il y a les forces de marée, nous en avions parlé. Si on approche d'un trou noir supermassif, ça va encore, tant qu'on est près de l'horizon. Par contre, pour un trou noir stellaire, les forces de marée deviennent mortelles. Même si le voyageur se met dans une capsule extrêmement résistante, capable de résister aux forces de marée, au moins au niveau d'horizon, ça ne préserverait pas, lui, à l'intérieur de la capsule. Il subirait les forces de marée également, et donc ce serait mortel dans tous les cas. Il peut aussi souhaiter ne pas franchir l'horizon et s'arrêter, survoler l'horizon, voire pouvoir repartir. Dans ce cas-là, pour résister à la gravité du trou noir, pour arrêter sa chute, il va devoir utiliser des fusées, et des fusées extrêmement puissantes. La force des fusées devient de plus en plus nécessaire, devient de plus en plus grande, au fur et à mesure qu'il approche de l'horizon, et tend vers l'infini au niveau de l'horizon. Et sous l'horizon, là, plus aucune fusée ne peut le faire sortir. Les effets de la gravité augmentent de plus en plus. S'il est stationnaire au-dessus de l'horizon, la gravité sera extrêmement forte et encore plus forte s'il s'en approche. En fait, là aussi, le principe d'équivalence s'applique, et c'est vrai même pour un trou noir supermassif, cette fois-ci. Il faut une fusée extrêmement puissante pour le maintenir stationnaire, et ceci est équivalent à être dans une fusée extrêmement puissante qui accélère énormément à cause de la puissance de ses réacteurs. Et donc, le voyageur serait littéralement écrasé sur le sol de sa fusée. Donc, on peut vraiment dire qu'il vaut mieux pas s'approcher d'un trou noir. On risque de se faire griller, on risque de se faire déchirer par les forces de marée, et même si on veut faire demi-tour, il y a intérêt à pas trop s'approcher, parce que la gravité devient tellement intense qu'on serait écrabouillé sur le plancher de la fusée en essayant de s'éloigner. C'est vraiment un environnement mortel. Alors, on peut considérer maintenant deux points de vue. Le point de vue extérieur, on l'a vu,
pour un observateur extérieur, nous sur Terre par exemple, le temps est infiniment dilaté sur l'horizon, et donc le temps que met le voyageur pour traverser le trou noir est infini, et il ne traverse jamais l'horizon. Alors que le voyageur, lui, il est dans un domaine inertiel, en chute libre, il prend un temps fini pour atteindre l'horizon et traverse l'horizon. Il semblerait là qu'on a une contradiction, puisque selon un point de vue, il ne traverse jamais l'horizon, alors que selon un autre point de vue, il traverse l'horizon. En fait, non, il n'y a pas de contradiction. Bien sûr, on dit, le voyageur, à cause du décalage vers le rouge, devient vite invisible. Ça, je l'ai dit, au bout d'une fraction de seconde, on ne verrait plus rien, juste le trou noir, du noir. Mais ça ne résout pas la question. C'est un peu comme cacher la poussière sous le tapis. Il reste qu'il y a une différence de point de vue. Pour pouvoir comparer ce qui se passe à différents endroits, à différents moments, il faut pour bien faire disposer d'un temps global. Un temps qui permette de dire, voici deux événements qui se produisent en même temps. Ça, c'est déjà délicat en relativité restreinte, car il n'y a pas de temps absolu. Le temps est toujours relatif. On peut quand même le faire et dire, voilà, je mets des horloges partout, je les synchronise, et ce sera le temps officiel. Même si moi je me déplace par rapport à ces horloges, et que l'horloge de ma montre n'est pas la même que celle des horloges, à cause de la dilatation du temps. Et c'est ce qu'on fait sur Terre. On utilise ce qu'on appelle le temps universel. Il y en a plusieurs définitions avec différentes précisions, ou différents décalages par rapport au temps astronomique ou au temps terrestre, ou au temps des horloges atomiques. Et donc on peut quand même s'en sortir. Mais en relativité générale, c'est encore pire, voire impossible. Déjà, en relativité générale, à cause de la courbure de l'espace-temps, le temps mesuré à distance, donc supposons que j'ai un objet à une certaine distance, et j'utilise un signal qui va de l'objet vers moi pour savoir quel temps est là-bas. Et je sais que le signal se propage à une certaine vitesse, par exemple la lumière, que le signal a mis un certain temps pour me parvenir, et je peux corriger ça. Donc j'observe l'horloge de loin, et je corrige du temps que la lumière a mis pour venir jusqu'à moi. Malheureusement, l'espace-temps est courbe. Et la lumière pourrait prendre un autre chemin, ou un signal quelconque prendre un autre chemin, et à cause de cette courbure, on peut avoir des surprises, et le temps déduit, même en tenant compte du temps du voyage, risque de ne pas être le même. Et c'est vrai particulièrement des trous noirs où la courbure est énorme. Et plus encore, on l'a dit, sous le trou noir, rien ne sort, et donc il y a une coupure causale. Il n'y a plus de sens à parler du temps dans le trou noir par rapport au mien. Un voyageur qui passe, et alors quand on regarde le voyageur, quand on le voit tomber dans le trou noir, ce qu'on fait, c'est le voir. On reçoit son image et on en tire des déductions. Mais comme il y a une coupure causale, on ne peut pas voir le futur du voyageur. Une fois qu'il est passé l'horizon, on n'a pas accès à cette information. On ne peut voir que la vie du voyageur jusqu'à l'horizon. Et évidemment, à cause de la dilatation extrême du temps, cette partie de sa vie est fortement étirée. Il est donc logique qu'on le voie ralentir et jamais passer l'horizon. Et à l'inverse, pour le voyageur, je l'ai dit, il tombe dans le trou noir, il regarde l'univers, et il voit l'univers s'accélérer de plus en plus. Et en fait, il va constater, au moment où il franchit l'horizon, c'est comme si l'univers avait vécu un temps infini. Tout ça est troublant. Et certains peuvent encore douter. On en revient au premier argument,
que nous avions donné dans les doutes sur les trous noirs. D'un point de vue extérieur, le voyageur semble ne jamais franchir l'horizon, ou même le trou noir se former. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est réel cet effet-là? Est-ce que le trou noir ne se forme pas? Mais la réponse est non. En fait, il se forme. Et le voyageur plonge dans le trou noir. On peut le voir avec une méthode assez simple. Supposons que le voyageur et moi, nous sommes sur Terre, et le voyageur dit « Je vais aller voir ce qui se passe dans le trou noir ». Il part à toute vitesse vers le trou noir, ou il se laisse tomber en chute libre vers le trou noir. Et moi, je dis « Il est complètement fou. S'il tombe dans le trou noir, il va mourir. Donc je vais aller le chercher et le ramener. S'il faut, je le tire par la peau des fesses. » Et il vient de partir, je fonce à plein tube, je vais plus vite que lui. Je peux toujours m'approcher aussi près que je veux de la vitesse de la lumière et aller plus rapidement que lui. Je le rattrape et je le ramène. Je peux aussi me dire, de toute façon, je ne le verrai jamais franchir l'horizon. Donc j'ai tout mon temps. Même si j'attends 100 ans, je le verrai encore dans mon télescope, toujours près de l'horizon, pas encore franchi l'horizon. Donc je peux partir plus tard. Eh bien non. Si je décide de partir trop tard, je vais le rattraper, oui, mais sous l'horizon. Et ça, c'est assez surprenant. Mais on peut le voir avec un diagramme de Penrose. Donc traçons notre diagramme de Penrose. Je ne trace ici que le premier cadran, celui correspondant à notre univers. À supposer qu'il y en a un deuxième. L'autre voyageur est ici. Et il se laisse tomber en chute libre vers le trou noir. Ici, il peut franchir l'horizon et c'est bye bye. Moi qui suis un peu plus loin, je peux décider de le rattraper. Je peux au mieux aller à la vitesse de la lumière. Donc, un trajet à 45 degrés. À ce moment-là, je peux le rattraper avant qu'il franchisse l'horizon et le ramener. Supposons maintenant que j'attende. Et puis, là je dis, bon, ok, allez, je vais le ramener. Le temps s'écoule, et là, je décide de parcourir le trajet pour le ramener. Eh bien, c'est raté. Même à la vitesse de la lumière, je le rattrape sous l'horizon. C'était pas flagrant à voir, avec des raisonnements classiques, mais avec ce diagramme qui permet de représenter les effets extrêmes de la courbure d'une manière assez simple, on voit qu'effectivement, si on attend trop longtemps, on ne peut plus rattraper le voyageur. C'est fini. Donc, le voyageur tombe bien dans le trou noir, même si nous, de loin, nous n'arrivons pas à le voir, parce que la lumière nous arrive trop tard, à cause de ce fort décalage vers le rouge et de cette dilatation du temps énorme, mais il franchit bien l'horizon du trou noir. Et Et donc, pour la même raison, une étoile en fondrement forme bien un trou noir. Il ne faut pas donc confondre donc ce que l'on voit et ce qui se passe. Et toujours faire attention de ne pas raisonner film de cinéma, en disant, il se passe ceci maintenant dans le film, là où je suis, et aussi partout dans le film en même temps, près du trou noir, dans le trou noir. C'est extrêmement dangereux de raisonner comme ça. C'est très difficile à éviter. Hein. Je vous l'ai dit, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit, mais il m'est arrivé de lâcher d'énormes bourdes sur les trous noirs alors que je les connais bien. Et il m'est arrivé de faire des erreurs parce que je suis tombé dans ce piège. Donc toujours faire très attention. Raisonner par des transferts de signaux comme observer l'image, raisonner avec des diagrammes de Penrose pour comprendre ce qui se passe globalement avec l'effet de la courbure extrême du trou noir. Et donc ceci fait tomber le premier argument que j'avais cité dans les doutes sur l'existence des trous noirs. Cet argument-là non plus n'est pas valable.
le voyageur approche du trou noir, il peut très bien dire, mais je ne vais pas tomber dedans, mais je ne vais pas non plus rester debout au-dessus de l'horizon, je voudrais faire des orbites autour, comme la Lune autour de la Terre, ou comme la Terre autour du Soleil. Donc ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous parlerons des mouvements orbitaux autour du trou noir. Je vous remercie.